Parlez-nous de ce baron. Est-ce qu'il est avec nous en ce moment? Et lui, il ne me croit pas, il me prend pour un salaud, pour un monstre, c'est pas vrai. Je sais plus ce qu'il balance, mais Val, en tout cas, s'est pris un saut de merde dans la figure. Dans ma carrière, entre guillemets, de jeu de rôle, je n'ai tué que 3 fois un membre du groupe. Vous êtes tous les deux cons. Non, Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue dans un nouveau Histoire au coin du dé 20, l'émission que vous attendez tous les mois où nous racontons nos histoires de jeux de rôle. Au coin du dé 20. Et voilà. Et sur ce, à la semaine prochaine. Tout à fait. Bon, alors, non. Moi, je suis venu pour rien. Ah, ouais, c'est qui cet homme-là? Alors, aujourd'hui, dans Zone Geek, nous sommes 3, puisque Gilus a eu une petite idée. J'ai eu une idée qui m'est venue probablement de Dieu, du ciel, de inviter nos joueurs habituels dans notre émission pour parler de leurs meilleures anecdotes et de leurs personnages. Cette idée m'est venue de toi, en fait. Oui. Et donc, nous avons décidé de commencer par Sieur Moustache. Bonjour. Et donc, comme on disait, parce Oui, qu'on doit parce quand que- même vous expliquer qu'en fait, cette émission, c'est pas la deuxième fois qu'on l'a fait, mais on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème de son, donc on l'a recommencé. Bon, pas grand-chose n'a été dit, mais il y a une chose qui avait été dite qui est assez importante, c'est qu'effectivement, mon cher Moustache, je pense que nous faisons des jeux de rôle ensemble depuis 25 ans. Oui, pas loin de 25 ans. Ouais. Pas loin de 25 ans. Ah, il y avait un grand débat. Un peu moins. Voilà, il y a un grand Les débat, fact-checking. 25, 23, Bon. il y a du fact-checking, donc... On faisait du jeu de rôle depuis l'adolescence avec Gilus, lui et moi. Mais à l'université, toi, t'étais à Namur, et toi, tu faisais du Et jeu de rôle avec moi. Nous avons une période commune entre Oui, 2000 et oui, 2002. effectivement. Et cet homme-là, je ne le connaissais pas à ce Effectivement. moment-là. Donc, Et- c'est que je suis arrivé en 2003, donc ça fait 22 ans. 22 ans. 22 ans de jeu de rôle que nous allons essayer de vous compter autour d'une bière. Qui est déjà ouverte. bières qui ont déjà été En ouvertes. effet, on a voilà. Mais donc, mon cher Moustache, quelle est la bière du jour? Eh bien, la bière du jour on m'a aimablement demandé de choisir. Donc, j'ai été au plus simple, j'ai pris une bière qui vient de chez moi, vu que je viens de là-bas, une Chimay dorée. Alors, Gilus me disait, lors de la première tentative d'enregistrement, qu'il l'avait déjà fait, puis il voulait l'acheter par la fenêtre, on l'a retenu, on s'est battu, ça a dû déconnecter mon micro sans doute. Il dit oui, mais vous l'avez bu à la bouteille comme des sagouins, alors que moi je bois dans un verre, merci Nurgle. Oui, j'allais dire, Zone Geek représente les schlags. Hein. Nous, on va boire à la bouteille. Voilà. Et je faisais justement un petit historique de la bière. Donc il faut savoir que la Chimay dorée, c'est à la base la bière de table des moines de l'abbaye de Scourmont, qui n'était pas commercialisée. Elle était uniquement consommable dans une seule auberge à Chimay, qui se trouve juste en face de l'abbaye, l'auberge du Pot-au-Pré, où on la servait uniquement au fût. Et un beau jour, business is business, ils se sont dit, oulala, il y a des thunes à se faire parce qu'elle a beaucoup de succès. Ils l'ont commercialisé, et maintenant, il y en a partout dans le monde, on peut en trouver jusqu'en Chine. Et voilà. Donc c'est un peu dommage parce que ça casse le côté, faut vraiment aller là. Quand j'avais des amis, eux, entre autres, qui venaient le week-end à la maison, on me dit, venez, je vais vous faire goûter une Chimay que vous connaissez pas et tout. Ça faisait bien. Bon, maintenant, on peut la boire n'importe où, même en enregistrant pour la seconde fois un épisode de Zone Geek. Oui. Et elle Parce fait le bonheur Santé. de tous les pochetrons. Santé. Mmh. Santé. On l'a déjà fait, mais on l'a refait. Mmh. Elle passe très très bien. Elle est un peu plus légère, justement. Elle fait 4 degrés. Elle est moins forte qu'une bière de table standard. La première fois qu'on l'a fait, c'était toi aussi qui nous a offert. Donc voilà. Oui. Eh bien. Et donc... Non. Je vous avais offert la Chimay verte. Ah oui, c'est juste. Et on a Et des la- conneries, donc on n'a pas fait la dorée, je pense. La dorée... Ils ont fait la verte, mais pas la dorée. Je ne sais pas, mais c'est vrai que mais la Et je verte... vous ai offert la verte l'année où ils l'ont sortie pour l'anniversaire de l'abbaye. La verte, elle tapait plus dur quand même déjà. Elle fait 12 degrés. Mais sinon, mon cher Gilus, Par où commencer par où commencer? Alors, nous allons faire un petit tour de certains personnages de Moustache, et nous allons aussi en faire sortir des anecdotes que l'on n'a jamais racontées, en fait, et qui sont un petit peu sous le panier depuis X temps. Mais je propose... Panier. Alors, est-ce que l'on commence par, ou est-ce que l'on finit par le personnage emblématique? On va garder le meilleur pour la fin. Hein. Ah. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire au coin des vins depuis le début
savent très bien de qui on parle. Nous terminerons par le personnage emblématique. Mais alors, commençons par un personnage emblématique, ce qui va nous donner l'occasion de parler d'une scène emblématique que j'aimais assez bien. Gilliam. Tu parles de Gilliam, oui. Gilliam, mon personnage dans Donjons et Dragons. Avant tout, présente donc alors, Gilliam. Alors, chaque joueur de jeu de rôle, je crois pas m'avancer beaucoup en disant ça, a un personnage de jeu de rôle préféré et a un univers de jeu de rôle préféré. Je pense que c'est commun à tout le monde. Moi, mon univers préféré, c'est Vampire, parce que j'adore l'univers de Vampire. C'est pas Feddington? Non. Oh. Feddington, c'est mon personnage préféré, c'est le baron. D'accord. C'est pas que j'aime beaucoup Feddington, hein, Spoiler alert. mais j'aime surtout jouer le baron, évidemment. Par contre, Vampire, j'aime beaucoup mes personnages de Vampire, mais j'aime jouer dans le monde de Vampire. Et alors, juste en dessous du baron, mais vraiment, c'est presque à égalité, j'ai mon personnage de Donjons et Dragons, que j'aime énormément. Donc, Gilliam, l'elfe mage Gilliam. Profites-en et viens pas faire l'enfeu. Ah bon? Bon, alors, Non, la bière, je c'est rigole. fini, hein, les biscuits, c'est fini, on rentre à la maison. Et donc, Coupez. on remet dans la bouteille, c'est fini. Et, non, sérieusement. Donc oui, Gilliam, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est très complexe. C'est pas un personnage linéaire, c'est un personnage... Je peux même pas dire que c'est un personnage qui a évolué, parce qu'on a parfois des personnages qu'on commence à jouer de telle manière, et puis au fil des aventures, le personnage change de par ce qu'il vit, de par ce qui se passe, de par le groupe, etc. Ici, c'est pas vraiment le cas. C'est un personnage, je crois que j'ai créé très complexe dès le départ. Oui. Et c'est-à-dire que quand il n'est pas super chiant, il est très gentil. c'est à peu près ça. Mais il a une enfance malheureuse. Il a une enfance très malheureuse. Une des phrases Ça, c'est- comme ça, il a une enfance malheureuse. Il a eu l'enfance Mais malheureuse. dans ce cas-ci, c'est très. Mais dans ce cas-ci, c'est vrai, parce qu'on imagine souvent les elfes comme dans Le Seigneur des Anneaux, des êtres hautains qui vivent dans un monde féerique, etc., idyllique. Oui, très, très utopique. Tu vois, avec la vie éternelle, des sages, un peu casse-couilles, voilà. Bon. Mais en fait, pas du tout. Il Non. mange la salade. Voilà. Et non, Gilliam est carnivore, je vous rassure. Je vous rassure tout de suite, Gilliam n'est pas vegan, Gilliam mange de la viande. Et donc, l'idée, c'est que Gilliam vient d'une famille très pauvre, d'elfes très pauvres, il y a des elfes très pauvres, comme on en pense, qui vivaient sur une frontière, qui était en guerre perpétuelle, qu'il a dû fuir sa petite maison dans son petit village, qui a erré en loques sur les chemins, mourant de soif, mourant de faim. Ça fait fabriquer à mon cerveau des images insoutenables. Oui, j'imagine. Un petit elfe en loque avec son nounours. Pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super, c'est un peu Jiren au début. Et, Je pensais que tu aurais mis sans famille, mais ok. non, mais Jiren me parle plus pour son enfance. Et donc, Gilliam a fini par être vendu par ses parents. Donc, Ça se faisait à l'époque. Voilà, à un mage. Et alors, contrairement... Il s'appelait les Thénardielfes. Oui, c'est ça. Alors, contrairement à l'image d'Épinal, où le vieux mage rachète ce petit elfe errant et lui apprend son savoir, rien du tout. C'était un esclave, il lui cognait dessus, il faisait les basses besognes, c'était vraiment un serviteur de plus bas étage. Et donc, Gilliam a tout de même une certaine intelligence à essayer d'apprendre en cachette. Il lisait le grimoire du maître en cachette, il apprenait en l'observant beaucoup, toujours en cachette, et puis un beau matin, il s'est fait... Comme Mickey dans Fantasia. Et une partie de l'inspiration, cette partie-là de l'inspiration de Gilliam... Moi, j'étais sur vient Victor de Hugo. Fantasia. C'est Cosette, son Du elfe tout, pour du tout, l'instant. du tout. Et donc, c'est un peu Mickey dans Fantasia, sauf que, contrairement à Fantasia, où le mage est sévère, mais reste quand même relativement gentil, ici, pas du tout. Un jour, Gilliam s'est fait pincer, il a dû fuir, foutre le camp en courant, il s'est fait pourchasser par son maître. Enfin, son maître, pas son maître qui lui a appris, mais son maître qui l'utilisait. Son maître avec le fouet. Son maître avec le fouet, tout Mais... juste. Et il s'est mangé une attaque dans le dos, il a été laissé pour mort dans la forêt. Et voilà. Et donc, C'est abominable. oui, c'est horrible. Quelle horreur. Et donc, il réussit à survivre plus ou moins, il se remet tout doucement de ses blessures, et un beau jour, errant dans la nature, il rentre dans une auberge et tombe sur le groupe en question, on cherche des aventuriers pour, il demande pour se joindre. Et ainsi débutèrent les aventures de Gilliam. C'est un bel historique. Mais alors, j'ai envie de poser la question. T'as jamais joué à Dragon Age, toi? Non.
Parce que Oui, l'histoire il y a les elfes sont un peuple réduit en esclavage. Dans Ouais, Dragon ouais. Age. C'est possible. Du coup, je me disais, mais Pas du tiens, tout. est-ce qu'il a tiré... Ben non. Tu vas pas tirer ça de Dragon Age, tu as tiré ça de Dragon Ball. Bon, alors attention, hein, Dragon Ball, c'est vraiment parce que Jiren se fait, toute la famille de Jiren se fait massacrer par des vilains et il jure de devenir l'homme le plus fort de l'univers pour les venger et plus jamais être un esclave. Mais Guilliam, c'est un peu ça, dans le sens où il en a tiré deux traumatismes très profonds, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'esclavage, il ne supporte pas de voir un fort. Ça va bien se passer quand vous allez arriver à Goptopia. Voilà. Ça s'annonce rock'n'roll. Donc il ne supporte pas l'esclavage et il ne supporte pas voir un fort qui opprime s'en un prendre faible. à un faible. Lui inclus. Ce qui veut dire que Guilliam ne demande qu'une chose, c'est de vivre en paix, d'être tranquille, dans son petit commerce, avoir des amis, une famille. Et c'est tout, il veut une vie paisible. Mais il est impitoyable quand on s'en prend à Mais lui. quand on s'en prend à lui Bon. ou à un membre du groupe, il est d'une férocité sans nom. J'allais dire, Voilà. j'ai comme un souvenir d'un malandrin qui fait style « Donne-moi ta bourse !» en brandissant un couteau sous le nez. Pour être exact, c'était un malandrin qui avait été assommé et il l'a ramassé à terre et il lui a tranché la gorge alors qu'il était toujours assommé. Ouais, j'ai quand même... Attends, je n'ai pas fait que lui trancher la gorge. Si je me souviens bien, Guilliam l'a pris par les cheveux, a redressé sa tête, a dit à son complice qui était là, regarde ce qui arrive quand on s'en prend à des faibles. Et l'a égorgé. Bon, après, ils m'ont arrêté quand même parce que Guilliam voulait aller planter la tête du gars devant la porte de l'auberge. Ça fait pas trop. Il faut savoir que dans des moments pareils, Guilliam n'est plus lui-même. Il ne réfléchit plus, il ne pense plus. Il rentre dans un état second, en fait. On a surtout pensé à la garde qui risquait de venir nous embêter. Bon, maintenant, effectivement, Guilliam est un personnage... Quand il est calme, il est sympa. Ah, il mourrait 100 fois pour le groupe. C'est l'un des premiers personnages avec Ganshu, mon moine forgelier, où on s'est bien entendu. Oui. Parce qu'on ne dormait pas. Non, c'est vrai. Mon personnage méditait, enfin toi tu méditais et moi je ne devais juste pas dormir. C'est ça. Et donc on parlait philosophie. Oui. Et, Ah, mais c'est un homme. et aujourd'hui, c'est un il y a des nouvelles règles et je dois dormir. Bon. Et On lui en aussi parlera une d'ailleurs. autre fois. Ah, mais c'est un elfe cultivé, c'est un elfe assez jovial, mais qui aspire à une vie. En fait, il n'aspire qu'à une existence paisible. Et lui ne me croit pas, il me prend pour un salaud, pour un monstre, c'est pas vrai. Moralité, je voulais raconter une histoire sur Guilliam. C'est qu'à un moment, quand on était en édition 3.5, donc Il y a longtemps, il y a longtemps, vous aviez reçu une auberge dans la ville immense d'Héraclie, qui est une espèce de Rome. Oui. Et il y avait dans cette ville une école de magie, où j'avais un petit peu piqué l'histoire de Dragonlance, où il y avait des mages qui avaient des masques rouges, des masques noirs ou des masques blancs. C'était les mages bons, enfin, le rouge était neutre, blanc bon et noir mauvais. Oh, Et, oui. c'est extraordinaire, je l'aurais jamais cru. Et mais ils s'unissaient dans la magie, quel que soit leur bord. Et à un moment, il y a des jeunes étudiants magiciens qui viennent foutre la merde dans votre auberge et qui viennent un petit peu vous casser les couilles. Mhm. Et mon but, Mauvaise idée. C'était des serpentards. voilà. Et mon but, c'était de provoquer Guilliam pour t'obliger. À un moment, il y en a un qui était montré comme un petit peu un espèce de leader, le bully leader, qui On dit Le un défi. persécuteur en bon ouais, français, mais non, monsieur on s'en Gilles. branle. Qui te défie en duel de magie. Et je ne voulais pas y aller, Guilliam ne voulait pas y aller. Ah, allez, on t'a poussé au cul. Oui. On voulait Oui, te parce qu'on voir voulait faire pas y un duel de magie, quoi. Et ça s'est bien passé. Oui, c'est sûr, mais il n'a pas cessé de dire je préférerais être ailleurs. Et donc, mon idée était la suivante. L'un des bons côtés du système de magie de Donjons et Dragons, c'est que, en effet, quand un magicien a le temps de se préparer, il peut réfléchir et faire une tactique avec son panel de sorts. Et donc, le duel de magie, qui se passait à cette fameuse école de magie, se passait de la façon suivante. Chaque participant était mis dans une espèce de... derrière... Un paravent, je me souviens. Magique pour qu'on puisse pas voir au travers, pour se préparer ses sorts et lancer à l'avance les sorts qu'il voulait. Je crois même qu'il avait carrément 1 heure ou alors 10 minutes, je sais plus très bien. Le temps nécessaire. Le temps de se préparer. C'était pas rushé. Et puis, on dit, ok, c'est parti, les paravents tombent. Et la question, à ce moment-là, se pose. Est-ce que la personne en face de moi, c'est une illusion?
Est-ce que c'est ci, est-ce que ça, est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est... Oui, c'est très stratégique. Et j'aimais vraiment beaucoup cette idée. Et je me souviens que toi, ce que tu as fait, c'est que tu avais mis... tu t'étais rendu invisible, oui. Et tu avais lancé pour pouvoir coller sur les murs, et tu marchais sur les murs. Oui. Mais je ne pense pas que tu avais laissé quelque chose à ta... Non, j'avais rien laissé à ma place, mais je pouvais, à l'époque, j'avais un sort qui me permettait d'invoquer un gorille. Un gorille géant. Oui, tu avais un gorille. Et c'est, voilà, donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais effectivement rendu invisible. J'avais lancé ensuite le sort de patte d'araignée qui me permet de marcher sur les murs. Ce qui fait que, et j'avais bien fait parce que mon adversaire, lui, avait mis une illusion à sa place et n'était plus là. Spoiler. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la première chose que tu as fait, c'est que dès que tu t'es rendu compte que tu avais l'occasion, tu as balancé un éclair sur le gars en face de toi. C'est passé au travers. À la Palpatine, comme ça. Voilà. C'était une illusion. Unlimited Oh. Oh shit! Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui t'a balancé un sort dans la gueule. Oui. Et à partir de ce moment-là, c'était un duel d'endurance. Tout à fait. Et vous avez commencé Mais à on n'a pas balancer. triché. Non. Il n'y a pas une prêtresse dans le groupe qui essayait de l'aider. Je pense que vous y avez pensé, mais évidemment, c'est un lieu où tous les gens autour pensent à aider leurs copains. Et donc je disais, j'étais à un moment donné effectivement dos au mur et je me battais contre mon adversaire et j'ai eu l'occasion de lancer le sort qui fait apparaître un gorille géant, qui l'a attrapé par un pied, boum, boum, un peu comme Obélix avec un romain, là, boum, Oui, boum, ou boum, Hulk, boum, comme boum, boum. Et nous, on a beaucoup applaudi. Enfin, moi j'ai plus la référence Astérix que les super-héros, parce que je n'aime pas, voilà, c'est un scoop, je déteste les super-héros, donc je n'ai vu pratiquement rien de Marvel, rien de... Eh bien, tu de sais où est DC la Comics, porte. rien du tout, je déteste les super-héros, voilà. Bref. Excusez-moi, hein, je déteste les super-héros. Attends, il en faut pour tous les goûts. Et moralité, donc je crois qu'on a bien fait le tour de Gilliam. Si on passe à autre chose. Oui. Enfin, alors, moi, un personnage, mais maintenant, ça remonte vraiment à très longtemps. C'est le premier personnage de jeu de rôle, probablement ton premier personnage de Oui, jeu de j'avais rôle, jamais fait de jeu de rôle avant. Donc... qui est le nécromancien dans Hearthstone. Oui, qui s'appelait Urvas. Il s'appelait Urvas. Il s'appelait Urvas, et alors son nom vient du début de l'incantation de Merlin dans Excalibur. Ah, bah, dis donc. Mais je sais plus. Alors, est-ce que c'était moi qui maîtrisais à l'époque ou Non, est-ce c'est que- Sky. C'était Sky. Oui, on a commencé la première fois. En fait, comment est-ce que j'ai commencé le jeu de rôle? Je travaillais dans un restaurant de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles, et je travaillais avec le susdit Sky. Et donc, on coupait des légumes. Un jour, on faisait des sandwichs. Et il me dit, ouais, Moustache, ça te dirait de faire du jeu de rôle? Ce que c'est que le jeu de rôle? J'ai jamais entendu parler de jeu de rôle. Et il dit, ouais, c'est blablabla. Il m'explique, allez voir la vidéo de Gilus, qu'est-ce que le jeu de rôle, ça vous expliquera beaucoup mieux. Très bonne vidéo. Et d'ailleurs, je suis dedans, donc voilà. Oui, c'est vrai. Vous ne serez pas dépaysés. Ma question, c'est qu'est-ce que tu mettais sur ce sandwich à ce moment-là? Du pâté de foie, de la salade de C'est thon, important de préciser. Écoute, du poulet curry? je ne sais pas si c'était de l'américain ou... Mais bref. Et il me dit, oui, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Il y a qui comme autre joueur? Comment ça se passe? Oui, si on va monter un groupe avec Norgueul. Ah oui, Norgueul, tu connais. Oui, c'est un bon pote. Et voilà, en avant. Et donc j'ai commencé, ma toute première partie de jeu de rôle, ça a été avec Sky comme maître de jeu, Norgueul et moi. Nous n'étions que 3. Non, c'était un groupe plutôt rocambolesque parce que moi, personnellement, je me souviens de ce groupe car c'est le premier elfe que j'ai jamais joué dans un jeu de rôle. Et j'avais déjà quand même quelques années de jeu de rôle au compteur à ce moment-là, mais je ne voulais pas jouer un elfe. Je ne voulais pas jouer l'une de ces, oserons-nous le dire, tapettes d'elfes. Ce sont des personnages que j'ai joué beaucoup d'elfes en fait. Et c'est pour ça que à cette époque-là, je me suis dit, je vais jouer un elfe, mais un elfe guerrier. Oui. Alors, j'ai jamais retrouvé l'illustration que j'avais faite de cet elfe, mais c'était, il faut imaginer Conan le barbare, mais avec la tête de Link. Et Quoi, Link, c'est pas Zelda? si, non, oui, mais bon. Et je me souviens que toi, tu avais été vachement attiré par les nécromanciens dans Hearthstone. Tout de suite, direct. Il y a moyen de jouer des nécromanciens. Je prends, j'achète. Le concept de nécromancien dans Hearthstone, alors je sais pas si on en a parlé dans notre émission Hearthstone, que je vous conseille si vous l'avez pas vu, c'est un peu l'émission extraterrestre de notre chaîne. Le concept des nécromanciens, c'est qu'ils sont plutôt joyeux.
Oui, Ils ont apprécié tous les aspects de la mort. Et donc, ils sont vraiment ceux qui peuvent se dire, faut apprécier la vie. Tout à fait. Et alors, Carpe diem. à la fin de cette première partie, on discute. Alors, voilà, vos impressions, ça va, j'ai assuré, c'est bon, c'est ma toute première fois, donc t'es un peu tâtonnant. Et il dit, oui, ben enfin, il dit, je sais plus si c'est Sky ou Norgueul qui dit, ouais, c'est sympa et tout, mais on n'est que 2 joueurs, il faudrait trouver un 3e ou un 4e, ce serait sympa. Et alors, je dis, c'est peut-être quelque chose pour vous. Et donc, le lendemain, j'ai appelé une de mes plus proches amies, enfin qui est plus qu'une amie, pour moi, je la considère pratiquement comme ma sœur. Et j'ai été voir Petite Val. Et elle dit, Val, oui. Eh bien écoute, si ça te dit, on fait du jeu de rôle. Ah oui, j'en fais aussi, qu'elle me dit, ce serait sympa. Elle dit, ben, viens jouer avec nous. Ah oui, d'accord. Et elle joue depuis 23 ans avec nous tous les mardis, depuis ce jour-là. Elle a une partie de retard sur nous dans le groupe. Valérie, fidèle parmi les fidèles. Mais oui, c'est vrai. Et puis Valérie, que vous avez vu également dans l'excellente vidéo de Gilus que je vous recommande, Qu'est-ce que le jeu de rôle? Allez la voir. Et après, vous avez fait du Deadlands. On a fait du Deadlands. On a fait du Deadlands pendant moi. Bien Parce que Deadlands, tu as fait ça avec moi avant, où je jouais à Camembert. Oui. Puis après, vous avez fait quand je suis parti. Et puis, on a refait une petite partie où j'ai joué l'alchimiste. Qui était inspiré d'Herbert West. Ouais. Tout à fait. Très très chouette Deadlands. Je sais pas si tu as des anecdotes sur c'était quoi son grade déjà? Le Major. En fait, je jouais donc Deadlands, vous connaissez, je suppose que vous connaissez le principe. Jean Norgueul peut peut-être rappeler le principe de Deadlands. Deadlands, c'est déjà c'est la 2e ou 3e émission de Zone Geek qu'on n'a jamais fait. C'est une des premières, oui. Je crois que c'est 2e ou 3e. C'est la 2e ou la 3e. Et la donc, 2e, le principe de Deadlands, c'est du western spaghetti ou du western tentacule, puisqu'il y a... des tentacules. Il y a des tentacules. Et donc, c'est le western avec du surnaturel. Très bon, très grand jeu de rôle. Très super setting. Que j'ai masterisé, mais pendant des années et des années. Je ne connais personne, de tous les rôlistes que je connaisse, je ne connais personne qui ne m'ait pas dit ce jeu est génial. Tout le monde aime Deadlands. Je ne connais personne qui n'aime pas Deadlands. Tout le monde aime Deadlands. Si vous n'avez jamais joué à Deadlands, jouez à Deadlands. Et franchement, je vous jure, une fois de temps en temps, je me remate au moins le début de cette très très vieille émission de Zone Geek. C'est dingue, c'est une machine à voyager dans le temps. Mais sinon, pour moi, ton major, c'était le major... Alors, c'était le major Alexis McCoy. McCoy, voilà. D'où ça vient, s'il faut le savoir. Alexis McCoy. Non, pas du tout. Alexis McCoy, c'est le nom du personnage... Star Trek, évidemment. C'est le nom du personnage principal d'une bande dessinée western qui s'appelle McCoy. Et le personnage principal est un major. Et il s'appelle Alexis McCoy. Et comme notre partie Deadlands se passait côté sudiste, c'est vrai. McCoy, dans la bande dessinée, est un major sudiste. Et donc, je me suis inspiré de mon personnage, d'une part, pour le nom du personnage de la BD, parce que, petite parenthèse, j'adore la bande dessinée, et deuxièmement, de la personnalité du général Stonewall Jackson. Pour moi, le major, c'est l'un des seuls personnages plus ou moins, enfin, que je pourrais qualifier de bon. De loyal bon. C'est mon seul personnage qui est 100% bon. Mes autres personnages sont gris, à part le baron, mais c'est à part. Et les autres sont bruns. Non. D'ailleurs, c'est le moment de dire qu'il a inventé la blague du seau de merde. Je n'ai rien inventé du tout. Je ne suis pas extrêmement responsable souvent de ça. dans nos parties. C'est avec le tu major. as une sorte de fascination. Ce n'est pas vrai. Pour les excréments. Je dément complètement. Ça revient très souvent dans les jeux de rôle autour de toi. Non, ça c'est des histoires de caca. Mais je ne vous permets pas. Vous êtes que. Est-ce que tu peux dire, Norgueul? Alors, non, mais j'allais dire, c'est quoi? C'est l'Inquisition, hein? Oui. On n'a plus le droit de lancer des sauts de merde sur les autres PJ? Mais non, il y a deux choses par rapport à ça. D'une part, il dit ça, mais ça on en parlera plus tard parce que c'est une anecdote avec le baron qui a noyé un aubergiste dans un seau de merde. J'avais oublié. Oui, moi pas. Et d'autre part, ça vient du personnage de Petite Val dans Donjons et Dragons, oui. où elle avait foiré un jet
de chant. Elle avait fait un échec critique pour faire une ode à l'ancien personnage de Norgueul qui s'était fait massacrer dans une partie épique. Et donc on lui avait érigé une statue dans la ville et elle voulait chanter une ode au personnage de Norgueul. Elle a fait un échec critique et une personne dans la foule lui a balancé un saut de merde pour marquer sa désapprobation. Donc je n'ai strictement rien à voir dans cette histoire. Un des moments les plus grandioses de Donjons et Dragons. La chanson pour Ragnar le barbare qui foire complètement. Et où en gros tu nous expliques que la ville est en rage, ils sont pas contents qu'il y ait cette statue au milieu de la ville, ils balancent du papier ou essai, à un moment on s'était dit, mais... Je ne sais plus ce qu'ils balancent, mais Val en tout cas s'est pris un saut de merde dans la figure. Et voilà, donc je suis totalement innocent dans cette histoire, mais c'est devenu un running gag à chaque fois que quelqu'un fait un échec critique. Il y a bien quelqu'un autour de la table, soit moi ou Florian, c'est souvent l'un des deux. Mais donc oui, parce qu'on est parti dans une tangente, on parle du Major. Oui, on parle du Major, et donc je disais, le Major, c'est mon seul personnage qui est totalement bon. Bon et sympa. Oui. Et pas avec certains travers non. qui ont existé avec d'autres personnages. On peut dire beaucoup de choses. À l'opposé de Guillaume, est-ce qu'il était esclavagiste? Absolument pas. Absolument pas. C'était un anti-esclavagiste. C'était quelqu'un de sympathique, de respectueux. C'était un homme qui avait des principes moraux très stricts. Il était profondément croyant. Ah oui. Donc il avait des bonus. Quand il priait le Seigneur, il avait des bonus parce qu'il était profondément croyant. C'est vrai. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas vu souvent dans les jeux de rôle. Des personnages qui jouent des fervents catholiques. Voilà. À part peut-être ton prêtre dans Feddingson. Oui, il n'était pas catholique. Il croyait dans le Pancréateur. Il était orthodoxe de l'église du Pancréateur. C'est pas vrai, j'ai vu souvent des joueurs très croyants, des personnages très croyants. Dans ma carrière, entre guillemets, de jeu de rôle, je n'ai tué que 3 fois un membre du groupe. C'est beaucoup plus que nous sur plus de temps de jeu de rôle. J'imagine, tu vois, avec des tables, avec les têtes coupées, tu vois. Alors, je l'ai tué 3 fois un membre du groupe, une fois totalement par malchance, que je voulais soigner Petite Val dans Deadland, et j'ai fait un échec critique à mon jet de soin. J'ai tué Petite Val en voulant la soigner. Et elle sort un joker du paquet et elle revient en mort-vivante. En mort-vivante. Elle a continué toute l'aventure avec nous en mort-vivante. Extraordinaire. Elle me le ressort régulièrement aussi. Elle ne veut pas que mes autres personnages la soignent. C'est vrai. Donc ça, c'est une chose. J'ai tué le personnage de Michel dans Deadland également parce que je lui avais dit on ne torture pas un prisonnier. Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté le Major. C'était un duel. J'ai répété, on ne torture pas un prisonnier. Il n'a pas écouté le Major et il a pris une balle dans la tête. Voilà. C'est comme ça. Effectivement. Et le troisième? Le troisième, c'est Gilus dans Feddingson, mais ça a déjà été raconté en long, en large et en travers. Après, c'était une mort plus narrative que... C'était une mort, on l'a joué. Oui, on l'a joué. Pas la mort. Ah si, on l'a joué en partie. Oui, mais j'ai pas lancé de dés. Ah non, t'as pas lancé de dés. Non, t'as pas lancé de dés. Voilà, c'était un épilogue. C'était l'épilogue. Voilà. C'était l'épilogue d'une longue histoire entre toi et moi. Eh bien, c'est marrant. Moi, j'ai très rarement tué des PJ dans mes parties. Ça arrive vraiment rarement. Et tu es l'un des rares PJ que j'ai tué dans un autre jeu de rôle. On va pas trop entrer dans le détail. Mais c'est le maître de jeu qui m'a tué, c'est pas ton personnage. Non, en tant que maître de jeu, c'est c'est dans Memento Mori. Memento Mori, oui. Memento Mori, qui est donc un jeu de rôle qu'on avait fait, qui se passait pendant la romantique. Tu jouais un Gaulois, et il devait... Je viens de Blinix, l'un de mes personnages où j'avais le moins... Tu joues un Gaulois, j'étais rondouillard, j'avais des grosses moustaches et je tapais fort. Avec la musique d'Astérix. Et c'était assez intéressant. La voix de Pierre Tchernia. J'avais vraiment piqué l'un des principes de Deadlands, justement, que la guerre des Gaules ne s'était pas arrêtée parce que à Alésia, eh bien, il y avait un portail qui s'est ouvert où il y a des créatures appelées les Fomors qui sont sortis, qui faisaient des pactes avec les démons. C'est-à-dire la moitié de votre groupe avait fait des pactes avec les Fomors quand je leur avais proposé. Mais moi aussi, d'ailleurs. Toi, tu n'avais pas fait de pacte. Si. Non, tu n'as pas fait de pacte. C'était Michel et Marie-Ange qui avaient fait un pacte. Moi, je n'avais pas fait. Je pense pas. Il y a une marque sur le bras. Vraiment? Oui.
Et t'avais demandé quoi en échange? Je me souviens plus, il y a 15 ans. Il y avait des gens qui étaient tombés à l'eau, qui avaient survécu. Ouais, il y avait... Si t'avais fait un Zone Geek à l'époque, je m'en souviendrais, j'aurais été voir l'émission. Il y avait toute une histoire. Votre but, c'était de retrouver Césarion, qui avait survécu, bref. Le fils de César et Cléopâtre. Moralité, à un moment, vous vous étiez retrouvé face à toute l'armée faite de gens qui avaient fait des pactes avec des faux morts, et t'as voulu foutre le feu à leur tente. Retenez ceci, le feu est la solution à tous les problèmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est récurrent chez les personnages. Et donc, tu as voulu foutre le feu à leur campement, et tu t'es fait choper, et ils t'ont crucifié. Ouais. Voilà. Et voilà. Voilà. Et je me souviens... L'hérésie est la question, le feu est la réponse. Et je me souviens... Quand on fait des conneries, il faut assumer, en jeu de rôle, comme dans la vie. Que tu étais là, je veux juste mourir avec mon glaive en main. Oui. Et ça n'a rien à voir avec la culture romaine, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et ils te l'ont accordé, bref. Voilà. Mine de rien, je crois qu'en tant que PJ, j'ai jamais tué un autre PJ. J'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. Non. Mais moi, j'avais pas envie. Val, c'est un accident. Michel, je l'ai prévenu 3-4 fois pour ne pas en arriver là. Et Gilus, pareil. On allait voir l'épisode. Si on aurait pu l'éviter, on l'aurait évité. J'ai une excellente transition. Je crois que je n'ai jamais tué d'autres PJ en tant que PJ parce que je n'en ai jamais eu envie. Mais ce n'est pas vrai. Car il y a eu Lazare et Von Krakenstein. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dans Etherpunk. D'ailleurs, ce que tu dis ne ressemble à rien. À rien du tout. À un moment, je me suis dit, en fait, mon Tu personnage... devrais quitter Zone Geek. Il va se suicider. Tu devrais arrêter les pour histoires être sûr d'emporter cette merde dans sa tombe. Ce qui est marrant, c'est que l'autre duo s'entendait tellement bien. Oh, peut-être que ça reviendra un jour. À un moment, je me suis dit, tu aurais dû forcer Moustache à jouer, je ne sais pas, un écureuil parlant. ou avec un truc... avec une petite voix. Et donc, vous ne vous entendiez pas? Oh mon Dieu, non. Et pourtant, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais à un moment, c'était peine perdue. Du coup... Bah oui. Peut-être expliquer le principe, parce que nous, on se marre entre nous, mais c'est vrai. Peut-être que les gens comprennent. On a raconté Etherpunk. On a fait Etherpunk, oui, on a fait trois émissions, je pense, ou 4 dessus. Donc, en gros... Donc, une avec Gigi, qui reviendra un de ces jours. Et en gros, oui, voilà, le groupe était divisé en deux, où la moitié du groupe, ce sont des magiciens conjurateurs, et les autres, ce sont des servants conjurés. Et donc, Gigi était le maître de la servante conjurée Val, qui était éthérée. Une éthérée. Voilà. Et toi... Et ça se passait super bien. Oui. Et puis moi, je me disais, ben voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas super bien avec moi. Mais non, il a fallu que Monsieur Moustache... Mais t'es tombé sur moi, t'as pas de chance. Il décide de jouer le servant nécromantique. Alors, le servant nécromantique conjuré qui déteste son maître. Non, il haïssait les humains. Parce que, pour Lazare, les humains sont inférieurs aux éthérés. Et donc, c'était un personnage ignoble avec lui. Mais charmant avec les autres conjurés, et qui était pour la libération des conjurés. Et qui cherchait, qui travaillait en secret, qui étudiait autant qu'il était possible d'étudier, pour trouver une formule pour que le servant ne disparaisse pas à la mort de son invocateur. À la toute fin. Puisque, bon, à un moment, on a un peu coupé court. Donc, t'allais finir par te suicider pour que je disparaisse. Non, mais bon, quoi qu'à un moment, je m'étais dit, ouais, ok, de toute façon, mon personnage, il est endetté jusqu'au cou. Il a plus rien. Si je me fous en l'air, je l'emporte avec mais il y a eu... Mais excuse-moi, parce que tu me fais penser à une anecdote, justement, où on a limite dû, et on s'est pas disputé, parce que je ne pense pas qu'on se soit jamais disputé, mais ça a été limite, où, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, le personnage de Noriel commet une imprudence pendant un combat, et à la fin du combat, mon personnage, donc Lazare, l'a attrapé par le col, l'a collé au mur, en lui disant « Je ne mourrai pas à cause de ton imprudence ». Et ça a donné une cassure. À partir de là, mon personnage a commencé à se dire, ok, il va falloir le renvoyer quelque part. Et donc, ce qui aurait été légitime. Tu m'en avais parlé, je t'avais dit,
point de vue roleplay dans l'univers. Tu aurais pu écrire un rapport pour indiquer que ton servant conjuré n'obéissait pas bien aux ordres, n'était pas adapté à la situation, et donc pour qu'il soit abattu, ça aurait été faisable. Mais tu avais peur que hors jeu, Moustache le prenne. Non, mon Dieu, non, jamais. Il y avait un peu de ça, mais non, bon, ça pas du tout. Sur la fin aussi, je me disais, ouais, il va falloir passer par là. Il faut abattre les chiens enragés. Mais encore une fois, mais en même temps, c'est moche parce que oui, tu dis, bah ok, je vais tuer le personnage d'un autre joueur, tu vois. Mais c'est la dichotomie de ce jeu de rôle, c'est que les conjurés sont bel et bien beaucoup plus puissants que les magiciens. C'est vrai. Mais ce sont des esclaves, vraiment. Mais encore une fois, ici, c'est important ce que tu dis, c'est bien. Tu es Bismuth. Comprennent qui un jour, on invitera Cécile et on en reparlera. Ou Néthérion, pourquoi pas. Ça, c'était grandiose. Bref. Et donc, une chose qui est importante, enfin pour moi en tout cas, c'est quand mon personnage fait quelque chose, le joueur doit l'assumer. C'est-à-dire que si je fais une connerie qui mène le maître de jeu à faire des actions qui tuent mon personnage, ou qui l'handicapent, ou qui lui mettent des malus, ben je l'assume. Si mon style de jeu amène, ici, l'invocateur de mon personnage, non, je ne dirai pas son maître, l'invocateur de mon personnage a essayé de s'en débarrasser. Il était trop humble que pour dire ça. Exactement. Et donc, à s'en débarrasser ou à le tuer, je l'assume aussi. Parce que, voilà, je le joue comme ça. S'il y a une répercussion, le joueur ne doit pas en vouloir à un autre joueur parce qu'il joue aussi. Tu vois, ça, c'est la base. C'est un jeu. Et ça, pour moi, c'est hyper important de garder en tête que c'est jouer qu'on fait. Je ne t'en ai jamais voulu. Ah. Jamais. On en parlera au rang. Alors, et si l'on parlait d'un autre personnage qui agaçait tout le groupe, Meraxès. Je ne vois pas pourquoi, il était très gentil, Meraxès. Tu foutais le principe de Meraxès. Donc ça, c'était dans... C'est le dieu du chaos, tu t'attends à quoi? Exactement. Mais oui. Tu me laisses jouer le dieu du chaos. C'est pas moi. Tu me laisses jouer le dieu du chaos. C'est donc dans Bloodlust. Tu l'aurais filé à Val à la limite, mais tu me laisses moi jouer le dieu du chaos. On jouait tous à la fois un porteur d'armes et une arme. En fait, franchement, alors là, je me permets de faire une aparté. Attends, on a fait Bloodlust avant ou après Etherpunk? Parce que maintenant, je me souviens plus. Est-ce que c'est moi qui t'ai piqué cette espèce de mécanique de il y a un maître et une entité qui lui donne des pouvoirs? Non, mais ça existait en Bloodlust bien avant. Ça existait déjà dans Bloodlust, mais dans la manière de jouer. Parce qu'il y a eu de nouveau un peu la même chose. À savoir certaines armes dieux. Alors là, si vous comprenez pas ce qu'on raconte, il faut aller voir les épisodes sur Bloodlust, où en gros, il y avait 4 joueurs autour de la table. Et on jouait tous 2 personnages. Et tout le monde jouait 2 entités, l'humain et une arme dieu incarnée qui donne des pouvoirs à l'humain, mais chacun était l'arme incarnée d'un autre joueur humain. Oui. Et il y a eu comme ça des symbioses où l'arme et le porteur humain s'entendaient très bien. Val et moi, ça se passait à la perfection. Et des antagonismes, mais waouh. Avec Gigi, c'est normal parce qu'on a comment dire. Oui, mais bon. On a. Comment est-ce que j'expliquerais ça? Oui. Non, mais alors je vois ce que tu veux dire. Vous êtes tous les deux cons. Non, mais. Il va le voir, il va l'entendre. Mais je sais. Il n'a même pas besoin de le répéter, attention. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que tu joues pour que Gigi, avec son personnage, qui était déjà un personnage humain, genre la grande sœur, qui c'était la grande sœur. Les porteurs d'armes étaient tous frères et sœurs, sauf le personnage que toi tu jouais, je crois. Non, que Valérie jouait. Donc Val jouait. C'était le trafiquant de drogue. C'était un trafiquant de drogue qui tenait mon arme, qui était l'arme empoisonnée. Voilà. Qui était l'arme empoisonnée. Et les 3 autres humains étaient en effet des frères et sœurs prostitués. C'était une fratrie, oui, c'est vrai. Où tu jouais Abenon. Voilà, moi je jouais Aline. Et Gigi jouait la grande sœur qui avait la main mise
sur s'appelait les Lynn, je crois. autres. Moi, j'avais l'arme de qui? C'était Lynn, Aline et que je ne sais plus. Attends, et toi, tu jouais Abnon, et c'était Gigi ton arme, et c'était un fouet en perles. Oui, Qui, exact. qui était vraiment l'arme de Slanesh, quoi. Oui, C'est ça. bien sûr. Et donc, alors, et là, en fait, on s'est retrouvé un peu dans cette situation. Enfin, là, je parle en tant que maître de jeu. Après, et c'est vrai que c'est ton émission. Non, mais vas-y, tu as plus l'habitude que mais moi. à un moment, je me suis dit, vraiment, mais dans quoi est-ce que je me suis lancé, quoi? Parce que c'est... Ce que je voulais dire, Oui, vas-y. c'était que Meraxès, son arme était une incarnation du dieu du chaos. Oui. Et donc, il foutait la merde volontairement. C'était un joker, quoi. Je faisais mon travail. Alors, c'est parce que tu me dis tout le temps, t'as accepté. À la base, je me souviens, je t'entends encore me dire, ah, c'est un dieu farceur, c'est un dieu du chaos. C'est vrai. Et à un moment, je crois que tu t'es plus senti péter. J'adorais. C'était au point où les autres disaient, mais on va le jeter dans un puits. Et Il n'aurait pas eu tort. Et je leur disais, mais vous pouvez pas, parce qu'en plus, la campagne, elle est, enfin, la campagne de j'ai envie de dire du clair de lune, mais, ça fait longtemps. Enfin, dans cette campagne, les 4 armes sont censées la traverser tout ensemble, parce que les 4 armes sont un peu des esprits sœurs, c'est comme une famille. Oui. Mais quand dans une famille, il y a un tonton cinglé qui arrête pas de faire capoter toutes les aventures. En fait, Meraxès, et ça on l'a joué dans les préquels, j'ai envie de dire, appelons ça préquel. Meraxès met du désordre quand il y a de l'ordre, et remettait de l'ordre quand il y avait du désordre. Mais oui, mais donc, il avait un esprit de contradiction. Oui. Bref. Et il jouait c'était une petite dague. Une petite dague comme ça, avec des petits bras. Ça, c'était marrant. Je sais même plus ce que tu avais comme pouvoir. C'était un nécromancien. Ah, c'était il relevait les morts, il manipulait les esprits. Et il hurlait dans la tête de Gigi quand Gigi ne faisait pas ce qu'il voulait. Oui. Il hurlait des cris de Banshee. Il adorait ça, Et le nom de Meraxès vient d'un des 3 dragons d'Aegon le Conquérant dans Game of Thrones. Ah oui, ça j'avais pas capté. Balerion, Vagar et Meraxès. Sinon, je suis pas sûr qu'on en ait jamais parlé, mais tu as aussi joué après Memento Mori, j'ai voulu faire un truc qui s'appelait Beneficium. Beneficium, oui, très bien, j'ai adoré Beneficium. 1946. J'ai beaucoup aimé. Où c'est un jeu de rôle où mon idée c'était de faire une ambiance un petit peu Hellboy. Hellboy, oui, c'était ça. Avec des espèces de entre guillemets super-héros après la guerre, avec une ambiance un petit peu sombre, un petit peu presque Men in Black par moment, etc. Ben oui, un peu comics. Vraiment comics. J'ai adoré. Alors moi qui n'aime pas les comics, j'adore les BD, mais je n'aime pas les comics. J'ai adoré l'ambiance de Beneficium, parce que ça se passe déjà d'une part dans une période de l'histoire dont on parle très peu. L'immédiate après-guerre, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de jeu de rôle, à ma connaissance, qui se passe... alors bon, attention, j'en connais beaucoup moins que ces deux-là, et que probablement une bonne partie d'entre vous. Mais moi, en tout cas, je n'en connais pas qui se passe dans cet univers. L'ambiance que Gilus avait mis dedans était vraiment parfaite, avec l'ambiance de l'époque. Ça collait vraiment bien dans une Allemagne complètement ravagée. Ça se passe à Berlin en 1946. Alors, dans une Allemagne complètement ravagée, avec des personnages un peu troubles, des gens qui ont tourné Kazakh, des gens qui se sont ralliés, des résistants de la dernière heure. Enfin bref, c'était une ambiance à la fois surnaturelle, historique, un peu malsain. Et glauque de par la réalité historique. Un peu malsain et glauque de par la réalité historique, avec des personnages fort troubles comme ça. Et ce que j'avais adoré, c'est que Gilus nous avait dit, voilà, vous jouez chacun, vous avez des pouvoirs, et vous inventez le pouvoir que vous voulez. Voilà, oui. Vous inventez le pouvoir que vous voulez. Pouvoir, j'inventais à chaque fois le... Donc vous avez 2 pouvoirs et ça doit être cohérent. Et l'évolution de ces pouvoirs doit être cohérent avec vos... Je vais juste raconter un petit peu... Attends, vas-y. Ah oui, moi j'allais juste dire... Alors là, en tant que maître de jeu, moi j'aurais jamais osé faire un truc comme ça. J'ai fait ça toute ma vie. En fait, c'était quand j'étais en train d'écrire. Tu prends 4 joueurs et tu leur dis, vous m'inventez n'importe quoi comme pouvoir. C'était le premier jeu. Et on va tout adapter en règle. Non, j'en ai écrit plein d'autres en fait. C'est le premier qui nous a fait jouer. Déjà, c'est après Memento Mori. C'est après Memento Mori? Oui, c'est après Memento Mori. Et j'en avais d'autres que j'avais fait à la mur avant. Mais j'avais préféré celui-là. C'était un proto système des critiques.
Et c'est vraiment là, pendant ce jeu de rôle-là, c'est vraiment celui où j'ai mis en place ce qui est devenu le système des critiques. Et donc, l'inventer au pouvoir, ça m'a forcé à créer des consistances. Parce que je pense pas qu'on reviendra jamais dessus, donc je vais un peu plus partir dans Beneficium. On n'a pas joué beaucoup. Hein. On a fait 2 scénarios. Et donc, le groupe, il y avait vous deux et il y avait Miko. Ouais. Et comme je dis, Moustache et comme Monsieur Squee dans les jeux voilà. de rôle. Mais non. Allez. Mais non, je vais pas parler en mangeant. Mais si, allez. Tu vas faire des bruits bizarres dans l'émission. Continue, Jules. Moralité. Miko jouait un personnage qui était un inventeur qui avait fabriqué une montre, ou alors il était peut-être un archéologue, je sais plus, mais qui avait en tout cas une montre qui lui permettait d'arrêter le temps. Et donc c'était vachement marrant. Alors Nurgle, tu jouais un extraterrestre. Moi, t'as Gilus qui me dit, on joue dans un jeu de rôle qui se passe dans un monde à la Hellboy et tu peux inventer n'importe quoi comme personnage, avec n'importe quel pouvoir. Eh ben, je fais un homme caoutchouc extraterrestre dans un costume en latex avec un masque à gaz. Et je m'étais pris un trip sur ce personnage. Franchement, eh ben, je le rejouerais bien dans n'importe quoi. Mais je pourrais jamais le jouer dans quoi. C'est en gros, je sais plus comment il s'appelle dans les 4 Fantastiques, Monsieur Caoutchouc, Monsieur Elastique. Oui. Où en gros, mon personnage est en gros une espèce de pieuvre, mais avec une silhouette humaine, qui ne tient un seul morceau que grâce à son costume, en fait, qui est son exosquelette, mais qui peut potentiellement se glisser dans une bouche d'égout, qui peut allonger ses membres. J'adorais ce personnage. Toi, tu joues un Et espèce qui de ne vampire. pouvait manger que du foie. Du foie de n'importe quelle créature vivante, mais que du foie. Et moi, mon personnage, c'était un ancien inspecteur de la police allemande, inspiré de la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, je vous recommande, c'est excellent. Et qui avait des pouvoirs. C'est des pouvoirs vampiriques, mais il ne buvait pas le sang des gens. Quand il les touchait, il absorbait leur énergie vitale. Et il pouvait soit la garder pour lui, soit la redistribuer à des gens, malades ou. Il y avait eu un Pas autre enfant, joueur. quoi. Pour le deuxième scénario, il y avait eu Alex qui nous avait rejoint. Qui, Alex, pas cet Alex-là. Pas cet Alex-là. Mais qui lui jouait un loup de Wolfstrain, c'est-à-dire que c'était un loup fort et intelligent, mais qui avait une illusion d'humain sur lui. Bref. Je me souviens pas. Absolument Bref. pas. Si. J'étais en Alex, vacances, désolé, on se souvient plus de toi. J'étais en Et vacances. donc, non. Et donc, en 2 mots, le premier scénario, vous étiez à la pourchasse d'un type qui avait un artefact égyptien Oui, je me rappelle. qui lui permettait de voler les âmes des gens. Tout à fait. Et- Et il était bien combiné avec le mien. Quoi. Voilà, et qui essayait de s'enfuir de Berlin, qui était coincé, bloqué et tout. Et le deuxième scénario, j'avais vraiment beaucoup aimé ce scénario. C'est au milieu des villes ravagées, de la ville ravagée, il y avait un bâtiment qui était impeccable. Et c'est parce qu'en fait, ce bâtiment avait été possédé et il se régénérait de lui-même. Et vous aviez fait des expériences, vous faisiez des coups dans les murs, et j'expliquais que ça s'enfermait comme une blessure sur un personnage. Et pendant les guerres napoléoniennes, il y avait quelqu'un qui avait fait un sacrifice. Et dans la cave, il y avait des enfants qui se tranchaient la gorge depuis des siècles. Bref. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire de maison. Tu vois ça, j'ai lu, c'est notre monétisation. Bref, cette maison vivante, j'avais beaucoup aimé cette histoire-là. Mais voilà. Bah oui, il ne tient qu'à toi de relancer. Moi, je te le réclame depuis longtemps, un Beneficium, je suis prêt à jouer dès demain. Et à part ça, je ne pourrais pas en raconter plus parce qu'honnêtement, je me souviens pas de plus. Tout ce que je viens de raconter là, c'est plus ou moins. C'était il y a très longtemps. Ça remonte à il y a longtemps. Et donc, qui avons-nous d'autres comme personnage de toi? Oui, des personnages mineurs ou des personnages qui je crois qu'on a fait le tour. Hein. Allez. Des personnages qui m'ont marqué, ou des personnages que j'aimais un peu moins, ou des univers que j'aimais un peu Des moins. différents vampires. Alors oui, vampire. Alors vampire, ça c'est à part. Comme je disais, c'est vraiment mon personnage, mon univers de jeu de rôle préféré. Mais je profite que tu me parles de vampire pour dire un point particulier sur ma manière de jouer, c'est que
à peu près, pas tous, mais à peu près, tous mes personnages sont liés les uns aux autres. Même dans des univers différents. Ils se sont parfois arrachés tous les cheveux de la tête, ces deux-là, quand je leur apportais des concepts de perso. Chers voyeurs, dites-nous dans les commentaires si vous en avez des comme lui, qui essayent de faire un lien de parenté, même très étrange, entre tous les personnages de jeux de rôle qu'ils ont jamais joué. Moustache. Non, en fait, commence par Charles et Maximilien. Je t'ai réglé déjà ton problème, parce que maintenant que tu as joué à Ta gueule c'est quantique, tout un multivers de dimensions parallèles est possible, et donc ils sont tous liés maintenant. Voilà, la solution vient de Gilus. Mais depuis que je joue, par exemple, mon premier personnage d'Earthbound est apparenté à mon personnage de... Cyberpunk. De Shadowrun. Ah, de Shadowrun. Donc, voilà, mon personnage Earthbound est apparenté à mon personnage de Shadowrun. Oui, vu que les deux mondes sont liés. Vu que les deux mondes sont liés, qui sont apparentés de très 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 loin à Gilliam, parce que c'est un elfe, c'est des elfes, etc. Donc je ne sais plus comment j'ai fait pour trouver un lien de parenté. Mes personnages dans Vampire sont... Donc mon vampire... Mais c'est fini, oui. Désolé. Mes personnages, mon personnage de vampire, la mascarade, est l'enfant de mon personnage de vampire Dark Age. Alors Norgueul me dit mais c'est pas possible, Charles est de 4e génération, tu peux pas jouer en 5e génération à l'heure actuelle s'il serait trop puissant. Ça me dit mais je m'en fous d'avoir des pouvoirs XY. On va trouver une histoire de malédiction comme quoi son sang est moins fort, donc je ne serai que génération XY. Je t'ai trouvé une justification. On trouve une justification de malédiction du sang. Mais bon. Voilà. Et donc, ce qui fait, alors déjà, ça pourrait faire l'objet d'un scénario. Et d'autre part, ce qui fait que j'ai pris ça ancien comme atout dans la mascarade. Donc, j'ai été le plus loin possible en arrière. Et puis, pour expliquer que, oui, d'accord, je suis l'enfant de Charles, mais... Et toujours un Ventrou, hein. Toujours un Ventrou. Systématiquement des Ventrou. Monsieur ne veut pas jouer des brouhards. Franchement, les gangrels, non. Ces gens dans Vampire qui jouent toujours le même clan, je ne les comprends pas. Surtout quand ils jouent pas un Trémère. Je connais Trémère. Je connais Trémère. Voilà, si vous regardez cette émission, dites-nous quel est votre clan de vampires que vous jouez dans toutes les parties de vampires que vous faites. Ça nous ferait très plaisir. Et j'ai même réussi, parce que je suppose qu'on arrive tout doucement au terme de l'émission, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle, et que je me donne des coups de pied sous la table, tais-toi. Ah non. Ah non, mais toi, non, lui, il est vilain. Et donc, j'ai même réussi à faire, rappelle-toi, un lien entre mon deuxième personnage dans Warhammer 40 000 et le Baron. Et le Baron. Alors là, franchement, bon, I allow it. Mais ça ne touche à rien dans l'histoire. Là, c'est juste pour le fun. C'est du multiverse. Ah oui, c'est du multiverse. C'est vraiment du multiverse. C'est clairement du multivers. Oui, je ne sais plus ton personnage de 40 000. En fait, tu m'avais proposé, quand j'ai refait un personnage à 40 000, dans les historiques qui peuvent apporter tel ou tel plus ou bonus ou je ne sais plus quoi, de prendre survivant je ne sais plus comment s'appelle ce vaisseau. Oui. En gros, un vaisseau qui se crache sur une planète qui est totalement corrompue par le chaos. Voilà, quelqu'un qui a eu un petit accident et qui s'est craché sur une planète qui est déjà... Il y a tout un vaisseau. Totalement, voilà. Il y a tout un vaisseau qui totalement possédé par le chaos. Et donc, et là, ce sont des êtres humains qui ont subi les malversations et comment dirais-je, les perturbations de la réalité du Warp. Et donc l'idée... Et qu'est-ce qui m'invente ce con-là? Qu'il est projeté dans un autre monde. Bon, jusque-là, oui. Parallèle, oui, bon, on peut imaginer ça. Oui, où est-ce que tu vas? Dans le monde de Feddington. Et là, il le sentait venir. Je le savais immédiatement. Et donc, il a été torturé par le personnage du baron. En fait, pour l'idée, c'est que cette planète, apparemment, est complètement ravagée par le chaos. J'ai sauté dessus à pieds joints, évidemment. Et dit, ok, d'accord. Donc, quand ils se sont écrasés parce qu'il y a une perturbation dimensionnelle, ils sont tombés. Est-ce que les gens de Warhammer appellent être le chaos là? C'est un endroit qui est pas stable dimensionnellement. Et donc, il arrive
sur ce monde qui, dans l'univers de Fenningsen, est un monde frontalier, où on a envoyé une garnison des Cados, et une garnison des Cados, enfin, dirigée par un des Cados, par un officier des Cados, mon baron, et l'armée qui se trouve sur place, c'est l'armée des insectoïdes, avec lesquels travaillent les Décados, qui sont les ascorbites. Les ascorbites. Et donc... J'ai réagi comme ça, j'ai fait. Je me suis dit, bah oui, mais pourquoi pas. Et donc l'idée, c'est que l'équipage a été capturé par les ascorbites, ils ont été amenés devant leur patron qui est fou allié, et ils ont été torturés dans des conditions abominables, impossibles à raconter. Enfin, c'est atroce, quoi. Et alors, depuis, on ne le prend vraiment plus trop au sérieux, mais les gens sont certainement en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce baron? Mais comment on ne pense pas qu'ils se Ah oui, non, ou alors s'ils ont vu l'émission, allez voir Fenningsen, c'est bien. Moustache. Parlez-nous de ce baron. Est-ce qu'il est avec nous en ce moment? Alors, où vous a-t-il touché? Quelle horreur! Ah oui, on va sortir une petite poupée. Quelle horreur! Quelle horreur! Eh bien non, ça ce n'est pas possible parce que le baron est fou allié. Il a tous les vices sauf un. Il ne supporte pas les violeurs. Incroyable. Et pourquoi? Des principes moraux. Il a des principes moraux. Ah ben mince alors, ça j'avais oublié. Ouais. Il a d'ailleurs tué plusieurs soldats qui voulaient se laisser aller après tel ou tel... Mais revenons depuis le début. Oui. Parle-nous du baron. Parlez-nous de l'enfance du baron. Ouf. Alors, le baron, de son vrai nom, Hernán Juan Sánchez Villalobos María Ramírez Borja y Borja, de la famille des Cados. Alors, l'inspiration du nom. C'est un pape. Ah bah, alors, Hernán, c'est pour Hernán Cortés. Juan Sánchez Villalobos Ramírez, c'est le nom du personnage de Sean Connery dans Highlander. Ouais. J'ai rajouté le Maria parce que le Maria, c'est quand ils font toute la litanie du nom de Tuco dans. Ah oui. Dans Il était une fois dans qu'est-ce que je dis moi? Dans Le Bon, la Brute et le Dans Truand. Le Bon, la Brute, c'est mon film préféré en plus. J'ai aucune excuse. Dans Le Bon, la Brute, le Truand, quand ils le pendent, ils mettent tout son nom et c'est à peu près le même nom que Ramirez. Enfin, c'est Ramirez, mais il y a Maria dedans, donc je l'ai rajouté dedans en clin d'œil à Tuco. Et Borja y Borja, c'est le vrai nom espagnol de la famille Borgia. Donc Borgia, c'est le nom italianisé de la famille Borja y Borja, qui a donné 2 papes à Rome et un général jésuite. Et des Cados, c'est le nom de la famille des Cados dans Fenningsen. Donc je voulais déjà un personnage qui, rien qu'avec son nom, qui rien avec son nom avait déjà un solide bagage de gens pas tout à fait nets. Non mais t'as été chercher loin quand même. Hein. Oui, j'ai souvent cherché loin. Mais je voulais quelqu'un, rien que dans son nom, il fallait que ça l'identifie à des gens qui n'ont pas fait que des choses bien. Tu sais, pour créer un nom de personnage de jeu de rôle, il y a certaines personnes qui prennent juste la première syllabe du prénom de leur joueur de foot préféré et la première syllabe de... Ou des noms de médicaments. Ou des noms de médicaments. Ah oui. Mais ça, je fais pas, parce qu'il paraît... Comment vous appelez-vous, aventurier Subutex? Non, mais ça, je ne le fais pas, parce qu'il paraît que quand on fait ça, l'auteur du jeu de rôle s'en plaint. Non, ça va, franchement. Moi-même, mon elfe... Donc j'ai le respect des auteurs de jeux de rôle, moi, monsieur. Oui, certes. Mais oui, le baron. Même moi, j'avais noté sur un coin, à la première page... D'ailleurs, vous ne le dites pas correctement dans la vidéo sur Fenningsen. Mec. Parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, quand Gilus m'a dit que... il m'a demandé si j'avais le temps aujourd'hui de faire ça. Et le son est dégueulasse. De quoi? Et le son est dégueulasse. Le son est dégueulasse. Bon, moi, on ne peut pas me permettre, je n'y connais rien, j'aurais pas fait mieux. De la vieille émission? Mon Dieu. Oui, j'aurais pas fait mieux, moi, je peux rien dire. Et donc, j'ai été revoir ça, et tu dis, il y aura un droit de réponse si on ne le dit pas comme il faut. Eh bien, vous ne l'avez pas dit comme il faut. Eh ben voilà, le droit de réponse. Ça n'a mis que 10 ans. Ça n'aura mis que 10-12 ans. C'est des gens de parole. Oh, ça fait plus de 10 ans, mon cher Gilles. Et alors, vous avez fait une partie de Fenningsen sans moi. C'est possible. Et je crois qu'il y avait Goldo qui jouait un moine défraudé. C'était avant que tu n'arrives. Tout à fait. Ouais. Et moi, au début... Il le vivait moins bien que moi. Au début, dans Fenningsen, j'ai joué un guildien qui était un espèce de... un avocat. Qui était un avocat espion
Et j'ai dû aborder le personnage à un moment. C'était le mélange de Perry Mason et de Cobra. Mais j'avais plein de... J'avais tout filmé. J'avais tout. Mais j'ai décidé, après, avec discussion, j'ai décidé que le personnage n'en ferait rien. Parce que j'avais pas bousillé le groupe, quoi. Bah, c'est-à-dire, oui, alors, on va pas refaire l'émission. On va pas refaire l'émission. On y a, alors là, c'est juste petite parenthèse. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est aussi emblématique pour toi? Parce qu'il n'a aucune limite. Donc, en fait, je voulais faire un personnage... Alors qu'il a donné une limite il n'y a pas si longtemps. Oui, à part celle-là. Mais ça, c'est pas une limite, ça, c'est normal. C'est naturel, ça. Et donc, en fait, je voulais faire un personnage qui soit... Au départ, je voulais en faire quelqu'un de purement mauvais, un chaotique mauvais, mais le baron n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, il est fou. C'est pas la même chose. Il est complètement dingue. Si je devais donner la définition du baron, c'est ce qu'on en a déjà parlé, c'est l'incarnation de la démence, en fait. C'est un dingue, au sens médical du terme. Il est complètement fou, en fait. Alors, habituellement, tous les maîtres de jeu adorent ça. Mais c'est ce que mon personnage ferait. Non, je dirais qu'au moins le baron avait une certaine constance dans les... Il faisait les aventures. Et alors... Il protégeait le groupe. Voilà, moi j'allais dire, on va pas refaire toute l'émission sur Fellingsson. Il était une cruauté sans borne, cannibale, incestueux avec sa sœur, il était incendiaire, il était... Qui était d'autre il aimait pas certains trucs. Enfin, je sais plus. Ah oui, non, c'était ta sœur qui supportait pas qu'on lui offre des fleurs. Oui, ça c'est Val. Elle tuait... oui, parce que donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission sur Fellingsson, j'avais pas un des cados autour de la table, j'en avais deux, qui étaient frères et sœurs. Et Val et moi. Et nous associer Val et moi, voilà. C'est dangereux. Alors moi, je dois dire, c'est vrai que c'était une campagne qui a duré longtemps, qui était très particulière parce qu'elle était sous le signe de... À la base, quand j'ai lancé la campagne, je ne comptais pas en faire quelque chose où les nobles, et plus particulièrement les décados, étaient au centre de l'histoire. Mais il y avait le baron, et il y avait sa sœur qui s'appelait... Kessara. Donc 2 nobles déjà au sein du groupe, avec peut-être 2 ou 3 autres. Et donc c'est devenu vraiment les mésaventures, enfin les aventures et mésaventures des décados autour de la galaxie. Et Mais là, étonnamment aussi, le baron n'aimait pas qu'on s'en prenne aux faibles. On prend Flint, par exemple. Oui, mais bon... Tu vois, Flint, il l'a choisi parce que c'était le plus miteux de tous. Et il s'est dit, voilà, cet homme est dans le malheur jusqu'au cou. Je vais en faire un noble. Et je l'ai fait anoblir. Flint, le PNJ créé dans l'urgence, le plus connu de tout Zone Geek, probablement. Ouais. Parce que à la base, Flint, moi j'ai inventé son nom. Non, c'était Flint, c'est dans les Royaumes oubliés, c'est le paladin. Ou c'est le nain, c'est Flint Forgefeu. Flint Forgefeu, c'est dans Lance-Dragon. Dans Lance-Dragon, voilà. Ouais. Et donc c'était là que ça m'était venu, Flint, bon bah il va pas rester, et puis non, tu t'as adopté. Ah oui, je l'ai adopté. Le gueux tordu. J'en ai fait mon ami, le seul ami en fait que le baron se reconnaissait. C'est la seule personne, avec sa sœur, c'est la seule personne en qui il avait confiance. Et c'est les 2 seules personnes... Et le prêtre de Gilus. Du tout. Nous étions très amis. Mais à part à la fin, on ne s'est jamais disputé. Ouais. Et, je devais beaucoup fermer les yeux. Parce que tu étais intolérant, c'est très différent. Franchement, maintenant... Et après, je te laisse parler, mais votre rivalité entre... Mais elle était géniale. J'ai l'impression d'être dans un reality show, tu vois, de tous les deux là, en train de me regarder. Il faudrait des gens pour nous séparer. Non, mais entre Vous n'êtes pas le père. Vous n'êtes pas le père. Moi, c'est possible. Entre le baron et ton prêtre, c'est la meilleure rivalité de jeu de rôle que j'ai jamais maîtrisée. C'est vrai. Et qui a eu en plus une fin avec des rebondissements. Mais je dis bravo pour la fin. Parce que et une conclusion, c'était génial. Et maintenant, je me tais, je vous laisse parler. Ouais. En fait, voilà, le baron. Je vais rougir. que dire de plus sur le baron? Voilà, je voulais vraiment faire quelqu'un qui n'obéit à une logique qui n'appartient qu'à lui, qui n'est connue de lui seul.
il était versatile. Il pourchassait les nobles qui essayaient de draguer sa sœur. Oui, j'en ai jeté un par la fenêtre. Oui. Mais, et elle en jouait, elle le faisait exprès. Elle le faisait exprès d'attirer des jeunes nobles pour qu'il lui offre des fleurs pour qu'elle les tue, ou pour que je le voie et que moi je les tue. Donc c'est une prédatrice, Val, et c'était beau, hein, les personnages. Et faites un scénario de jeu de rôle en tant que maître de jeu avec des personnages comme ça autour de la table. Ah non, oui, mais on n'avait aucune limite. On n'avait aucune limite. Il faut réadapter un peu. Oui, non, c'est vrai, il y avait des scénarios que j'étais obligé de réadapter en me disant, bah ouais, mais c'est les Décados qui débarquent. Puisque donc, le groupe était centré sur les Décados et leur suite. Et toi, tu étais un peu le confesseur. Le rôle qu'avait eu Goldo avant. Mais Goldo, lui, c'était un père défroqué. Avant, à la toute fin, je me disais, mais en fait, il va perdre ses pouvoirs. Parce qu'il ferme trop les yeux sur trop de choses. Il ne va plus être qu'un... Et je me souviens que tu aimais bien faire les séances de confession. Tu venais me voir et tu racontais, hey, alors je lui ai arraché les doigts, les ongles. Et moi, je lui ai fait manger ses propres intestins. D'ailleurs, je me souviens d'une scène en particulier. Et Marie-Ange qui s'en accommodait. Oh, Marie-Ange. Marie-Ange qui jouait la Urucar. Elle jouait une Urucar qui était là pour le ride, tu vois. Ouais, ça va être marrant. Ils vont encore massacrer tout le monde. Je me souviens d'une scène en particulier où tu as tué quelqu'un en lui arrachant la langue avec les dents. C'est possible. Ah, j'avais effacé ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est tout à fait. J'avais effacé ça de ma mémoire. C'était un espèce de démon ou quoi, je sais plus, mais je me souviens que tu avais fait ça. Non, c'est tout à fait possible. J'avais fait crucifier aussi des gens quand dans le fief dont Val avait hérité au tout début. Dans le tout premier il y avait des petits personnages avec des fès sur la tête et qui étaient un peu martyrisés par les autres. Oui, qui étaient des espèces de petits... Pas les petits esclaves, mais c'était les autochtones. Et tu avais un groupe de je ne sais plus quoi qui avait fait... J'ai peur de ce que tu vas dire. Qui faisait des coups et qui rejetait la faute sur eux. Et quand on les a attrapés, je les ai fait crucifier à l'entrée de leur quartier. Pour montrer, voilà, ceux qui embêteront encore ces petits personnages sympathiques subiront le même sort. Oh putain, j'avais oublié tout ça. Ouais. Et c'était drôle de jouer cette ambivalence entre un personnage qui... C'était Game of Thrones avant l'heure. Non, c'est encore autre chose. Parce que ici, il n'avait pas spécialement de vue politique, il n'avait pas d'ambition politique ou autre. C'était juste il vivait dans un monde à lui, en fait, où il était d'une cruauté absolue et il prenait du plaisir. Autant Gilliam, il peut être cruel, mais parce qu'il pète un fusible, autant le baron prenait du plaisir à être cruel. C'est un monstre. C'était un Gilles de Rais. Oui, c'est ça. Non, pas pour les mêmes raisons. Va étudier l'histoire de Gilles de Rais. Non, je dirais que c'est pour les raisons suivantes, c'est que c'est quelqu'un qui estimait être intouchable. Oui, ça oui. Et donc, c'est comme ça que j'associe à Gilles de Rais. Oui, alors oui. Pas pour les mêmes crimes, pas du tout, mais... Ce qui n'arrivera plus, par ailleurs. De quoi, d'être intouchable ? D'être intouchable. Voilà. Le problème, en fait, c'est que maintenant qu'on va reprendre Feddington... On va reprendre Feddington. Tu peux jouer exactement le même personnage. Mais je le jouerai plus prudemment. Tu ne peux plus être baron. Tu dois commencer comte. Comte, c'est au-dessus de baron, ça me convient parfaitement. Et donc... Eh ben oui. Et donc... Bon, les marquis. C'est encore plus. Mais non. Ah si. Pas de... Marquis, c'est... Au-dessus de marquis, il y a duc, prince de sang et roi. Qu'est-ce que tu fais en dessous de baron, alors ? En dessous de baron, il y a baronnet, baronnet, chevalier, écuyer. Donc tu as écuyer, chevalier, baronnet, baron, vicomte, comte, marquis, duc, prince, roi, empereur. Certains mettent le pape au-dessus, mais faudrait que j'aille vérifier. Et puis, l'espion. Mais en fait, Et l'espion, il peut avoir le maréchal. Il peut avoir le maréchal. Mais alors, on fera un stratégo après. Je suis certain que tu as raison dans la véritable hiérarchie, mais dans Feddington... On en reparlera. J'ai arrêté de dire des conneries. On en reparlera. Et donc, tu commenceras à écuyer. L'écuyer. Non. On t'appellera Hernan. Non. Hernano. Je refuse.
Et donc, Ernie, non! Ernie, venez polir mon armure. Val, elle peut, les autres pas. Ah. Et donc, je disais, qu'est-ce que je disais, moi? Mais il m'interrompt. Désolé, mais bon. Mais dites quelque chose, vous, mettez des commentaires, dites-lui de se taire. D'ailleurs, c'était une bonne occasion de vous rappeler de mettre des commentaires, de mettre des likes, Oui. de mettre... Si vous ne voulez pas la petite que le cloche. baron vienne vous voir en pleine nuit pour vous mettre, vous crucifier ou je ne sais quoi, il faut commenter, il faut mettre des likes. Et donc, voilà, c'est ce que je allez-y voulais- parce que ça fait vraiment plaisir et ça marche toujours bien. Et donc, allez-y. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment jouer un personnage qui, d'un côté, était fou furieux, fou dangereux, même. Mmh. Et d'un autre côté, avec les petits, qui vous êtes en... Voilà une pièce. Mais il ne le faisait pas par bonté, il le faisait parce que ça l'amusait, en fait. Par mégalomanie. Oui, c'est ça, ça l'amusait. Oui, En fait, autant Guilliam, lui, il est sincère. Voilà, c'est la grande différence entre les deux. Guilliam, il pète un fusil quand on s'attaque au sien, parce qu'il a vécu des traumatismes. Il n'y prend aucun plaisir, il n'est plus lui-même, et après, parfois, il le regrette. Et quand il fait des gestes de bonté autour de lui, je dis souvent, il va faire le bien autour de lui, il apprend à lire et à écrire aux gens, il donne des cours de magie. Il est sincère, vraiment sincère. Guilliam, c'est un homme bon, qui a vécu des traumatismes et qui parfois fait des choses pas bien. Mais le baron, lui, il est fou, il est vraiment dingue. Il prend du plaisir à faire des horreurs, et quand il fait le bien... J'ai l'impression que ça fait 5 fois que j'entends Non, ça depuis le début de je rigole intérieurement parce que je me dis, ok, je te laisse recréer ton baron tel qu'il était dans l'ancienne partie. Mais Exactement je le pareil. jouerai plus prudemment. Et le premier truc qui se je passe, le jouerai plus prudemment. c'est l'empereur dit, cet homme, injectez-lui le sérum. Et là, je te dis, tu as retrouvé, là, tu es parfaitement sain d'esprit. Totalement sain d'esprit. Ce serait autre chose. Bam, dès le niveau 1. Ce serait une autre partie. Ce serait Un autre personnage. Je le jouerais, hein, mais ce serait une autre partie. Effectivement. Est-ce que tu as plus à rajouter sur Non. le baron? Non, j'ai fait le tour. Ou est-ce qu'on a fait Le baron, franchement, combien d'années on a... Enfin, toi c'est vrai que tu l'as prise en cours, mais on a joué, quoi, 3 ans? Plus. 3-4 ans? Facilement. C'était... Et je tiens juste à dire, moi, de mon côté, en tant que maître de jeu, oui, tu jouais un personnage taré, mais les aventures se déroulaient plutôt bien, en fait. Oui, parce qu'on peut jouer un personnage foyer sans saboter les aventures. Voilà, Faut pas saboter les ça n'est aventures, pas pour jamais. dire, oui, tu as joué d'autres personnages tarés où ça partait dans tous les sens. Mais tu peux très bien jouer un personnage qui a un grain, voire qui est complètement taré, On est complètement fou. mais jouer l'aventure quand même. La place de ce mec n'est pas en aventure, il est dans un asile de dingue. Ouais, mais tu Et sais, ficelé à un mur, nourri à la fourche. Hein. on parle d'un noble, hein, donc... Bon, et à un quelle moment donné, que soit la famille, bon... La prochaine fois, je m'arrangerai pour qu'il soit excommunié. il le mérite. Ça va... Mais Ce alors, gars-là, refais ton prêtre, ce gars-là, faut refais l'enfermer. le J'ai baron, déjà tu dit refais le ton personnage que je vais faire. Oui, je sais, tu m'en as déjà parlé. Mais non, mais je disais, les aventures, on peut jouer le personnage qu'on veut, enfin selon moi, hein, on peut jouer le personnage qu'on veut, de la manière qu'on veut, mais il ne faut pas saboter le jeu des autres joueurs, il ne faut pas saboter le groupe, et il ne faut pas saboter le scénario. C'est-à-dire que, à un moment, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir soit se restreindre un peu, soit accepter les critiques. Si on vient dire, écoute, voilà, calmos, parce que, hein, bon. Ouais. Il faut l'accepter, il faut ah non, moi je joue comme ça, c'est pas autrement. Non, putain, ça va pas, c'est pas respectueux. Ouais. Bah, tu sais, dans le feu de l'action, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais bon. Bon, ça a dû m'arriver comme à tout le monde autour de la table. Hein, mais... Oh oui. Et même au maître de jeu, hein, de péter une durite. Je sais pas, c'est pas arrivé souvent, ça. Que le maître de jeu pète une durite tu te souviens, dans tu t'es dans pas... Deadlands, quand j'ai ivre mort, j'ai ouvert un portail vers les enfers, où j'ai ressuscité tous les boss que vous avez tués dans les... Le juge Bishop. Avec le juge Bishop. Dont j'ai inventé qu'il était le beau-père du Alors le beau-père du parce que je vois le pauvre Gilus qui est en mode, oui, effectivement, l'émission est déjà assez longue, mais le juge Bishop. On peut faire un sondage si vous voulez qu'on continue ou on arrête là. Vous mettez dans les commentaires, ça marche va pas du comme ça. référencement. Allez, Tu n'y connais rien, ça marche pas comme ça. Ouais, juste une courte aparté sur le juge Bishop. Parce que ça, je sais pas si on en a parlé dans notre émission sur Deadlands. Je pense pas, ça me dit rien. En tout cas. Juge Bishop qui était un méchant, le méchant de la semaine, dans un scénario de Deadlands. C'est le premier méchant. Et qui est un mort-vivant, un juge ultra
pendez-les tous, Dieu les triera. Et toi, t'es tombé, enfin pas amoureux, mais t'as adoré ce méchant. Et Vlatipak, un jour, ce con-là, il me dit, mais oui, en fait, on va rajouter quelque chose dans mon historique. Et je me souviens, je t'avais dit, oui, tu sais, une fois que le personnage est créé, on change pas l'historique. Oui, non, mais ça change pas. On va dire que je suis le beau-fils. C'était le beau-fils du juge Bishop. Alors, tu sors un... Et en fait, l'idée du personnage, c'est que la femme du il major a insisté, est morte cet enfoiré. en couche. La femme du major est morte en couche. Et ça a fait péter une durite à son père qui est devenu ultra strict, rigoriste, il n'avait plus de pitié. Un cœur de pierre. Et le major, lui, s'est réfugié dans la religion. Note bien que voilà. Le fait que ça arrive après un scénario... dans un premier temps, je me suis dit, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et puis je me suis dit, mais en fait, ça peut être super intéressant. Puisque c'est un méchant mort-vivant qui peut revenir. Et ça, c'était encore une particularité du Major. Chers amis, je pense que... En conclusion, sur ces 23 dernières années, on aura bien rigolé. Oui. T'en auras joué une belle brochette d'enculé. Non, le Major, il était foncièrement bon. Et Guillaume, il a des traumatismes. Sur la brochette d'enculé, le Major, c'est la petite tomate cerise. Et Guillaume aussi, je ne permets pas qu'on dise du mal de Guillaume. Oui, oui. Mettez tout sur le dos du baron, et on il est vraiment dingue. On n'aura pas parlé de Charles de Batz. Mais Charles de Batz, on se le garde sous le coude. Charles de Batz, alors l'histoire de Charles de Batz, puisque tu me lances dessus. Ah ben voilà. L'émission va faire 2 heures. Et ils veulent que je parle de mes personnages, je le fais. Alors Charles de Batz, c'est le vrai nom de D'Artagnan. Donc D'Artagnan, le mousquetaire, son vrai nom, c'est Charles de Batz. Et j'ai fait, alors il n'était pas le personnage de vampire n'était pas gascon, il venait du sud de la France, il venait de mon petit village, parce que je suis à moitié français, et dans le sud de la France, il y a un vieux château abandonné dans les montagnes, et j'avais l'idée que Charles de Batz c'était le comte qui vivait dans ce vieux château abandonné en ruine. Et tout ça, c'est Vampire Darkage. Hein. Ça, c'est Vampire Darkage. Alors, oui, on n'a pas précisé. C'est Vampire Darkage. Et alors ça, c'était encore une belle, je dirais, un beau jeu entre ton noble vampire et moi, c'était le père Anduin. Le père Anduin. Le père Anduin de Malmort. Excellent. Le curé Broucha. Et j'en garde un très bon souvenir. Vraiment un très bon souvenir. Et moi, je jouais un sataniste. Et toi, tu jouais un sataniste qui jouait de la musique. Et alors, si vous étonnez que je vous dise que je viens à moitié du sud de la France et que j'ai pas l'accent du Midi, c'est parce que j'ai grandi en Belgique, tout simplement. Mais et encore une fois, hein, Charles de Batz et ton personnage, je sais plus comment il s'appelait. Je me souviens plus non plus. Pourrait éventuellement un jour revenir. Ah, ça me ferait plaisir. Puisque j'ai reçu, ça fait déjà un certain temps que j'ai Vampire Darkage avec la campagne l'hérésie cathare. Mais ça fait partie des 1001 projets que il y a tellement de jeux que j'aimerais bien vous faire jouer. Je sais que vous adoreriez, mais c'est vrai que le père Anduin et Charles de Batz, mon personnage, s'entendaient très très bien. Ils étaient très amis. Oui. En plus, le Ventrou... Et le son restait... Le noble Ventrou décadent et le curé complètement dingo Broucha, quoi. Il n'était pas si décadent que ça, Charles. Il était lettré, Mais personnages de vampires ne sont pas décadents. Il était olé olé. Hein. Je me souviens... Ils étaient... Oui. Je me souviens que tu as fait des choses à un pauvre petit manant en dessous d'une douve. Pour le faire accuser, je ne sais plus. Enfin bref. Oui, mais il n'est pas gentil non plus. Ça reste un vampire. Un vampire gentil, ça n'existe pas. Ça existe. C'est même le but d'être un vampire gentil. Il faut avoir beaucoup en humanité. Et le maître de jeu t'aime bien. C'est comme être loyal bon dans un Donjon et Dragon. C'est vrai ce qu'il dit. T'as jamais lu Anne Rice? J'ai lu le principe. J'ai lu le premier, j'ai pas aimé. Moralité. Ah, moralité, ça veut dire que j'ai lu ça décidé. Ah, il faut que ça cesse. Bon. Je vous demanderai de bien prier le grand algorithme, parce que c'est lui notre Dieu unique qui détermine la foi que vous avez dans ces vidéos. Donc, pouce vers le haut. C'est un peu notre omni-messie, voilà. Le grand algorithme. Vive le grand algorithme et loué soit-il. Car et que tout soit selon le grand algorithme. Et méfiez-vous de ces châtiments, car ils sont nombreux et cruels. Et voilà, et avant... Et qu'est-ce que tu jouais à Ta gueule c'est quantique, d'ailleurs? Je jouais le tenancier d'un vidéoclub qui s'appelle Roger.
Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Mais voilà, voilà, mais c'est tout. Eh bien, Oui, au fait, je sais que j'ai lancé il y a pas longtemps un vote pour vous demander de quoi est-ce qu'on allait parler aujourd'hui, sauf qu'on a eu l'occasion d'enregistrer ça, et donc ce sera pour la prochaine fois, Brigandine. Mais prochaine fois, Brigandine, il n'y a pas de souci. Alors, à Brigandine, figurez-vous que je joue on en parlera la prochaine fois. Oui. Eh bien, mon cher Moustache, merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité, surtout, et d'avoir été assez patient pour jouer avec moi pendant 23 ans. Avec plaisir. Et ça puisse... Et c'est l'occasion de te dire que tu Non. auras droit à des fleurs pour ton départ. Tu es remplacé. Oui, parce que là, en fait, vous commencez une campagne 2, mais je reste dans la campagne de Donjon. Voilà, exactement. Mais en fait, je regarde vos vidéos. Hein, attention. Exactement. Fais gaffe, je regarde vos vidéos. Je me dis, puisse-t-il durer encore 23 ans, ce jeu 23 ans et bien plus. Comme j'ai dit, essayons de finir dans la même maison de retraite. Et là, on aura tout le temps de faire des jeux de rôle. C'est le but. C'est le temps qui manque. Hein. Le but, c'est quand on sera pensionné, de rejouer autant que quand on était étudiant. Bon, dans 23 ans, on aura fini Vampire. Et donc, Dans 23 ans, on aura notre chaîne TikTok. Et on recommencera une partie de Fellingson. Ou figurez-vous qu'à Fellingson, je joue un personnage qui est un baron de... Allez, ça, c'est Bref, sur ce, on radote. Chers amis, on vous dit à la prochaine. Vivez bien, vivez avec passion. Mettez-leur des commentaires, des pouces bleus, comme ça ils me réinviteront. Voilà. Ciao.